le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h, quatrième sortie pour cette semaine. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour le Grand Journal, Joël François, Roumans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, les Européens craignent toujours une coupure totale des livraisons de gaz. L'Union européenne se prépare à cette éventualité et a présenté le 20 juillet un plan en vue de diminuer sa demande de gaz. Des efforts énergétiques déjà refusés par certains États membres de la communauté européenne. Voici un reportage signé RT. Substitution, solidarité et sobriété. Un plan européen en 3 S pour pallier un potentiel arrêt total d'approvisionnement en gaz russe. C'est ce qu'ont annoncé mercredi Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Kadri Simpson, commissaire européenne à l'énergie, en présentant un programme d'urgence visant à réduire de 15% la demande en gaz du vieux continent dans les 8 prochains mois. Si les États membres ne font pas suffisamment de progrès ou la situation se détériore, nous proposons que la Commission déclare un état d'alerte de l'Union européenne à tout moment, ce qui déclenchera une obligation pour les États membres d'atteindre l'objectif de réduction de gaz de 15%. Au-delà des économies d'énergie, l'UE demande à ses États membres de réduire leur dépendance au gaz russe à travers une diversification des approvisionnements auprès des autres pays producteurs. En témoignent les récentes tractations entre les pays européens et le Qatar, premier exportateur de gaz naturel liquéfié au monde, ou encore l'accord signé lundi entre l'UE et l'Azerbaïdjan pour doubler les importations. Nous devons aborder, et c'est la première fois, notre sécurité énergétique au niveau européen. Nous devons être proactifs. Nous devons nous préparer à une éventuelle interruption complète de la livraison de gaz russe. Et c'est un scénario probable. Ce que nous avons vu dans le passé, comme nous le savons, c'est que la Russie tente délibérément de faire pression sur nous en réduisant l'approvisionnement en gaz. Il est donc probable qu'il y ait une coupure totale de gaz russe et que cela touche l'ensemble de l'Union européenne. Un objectif énergétique difficilement atteignable à court terme pour bon nombre d'États européens, comme l'Allemagne, qui malgré une baisse sensible dépend toujours de la Russie pour 40% de son approvisionnement gazier. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à exprimer leur défiance vis-à-vis du projet. L'Espagne, par la voix de sa ministre de la Transition écologique, a pointé du doigt le caractère unilatéral d'une telle mesure. Madrid rejoint ainsi le Portugal, qui déclare vouloir s'opposer fermement à une proposition jugée disproportionnée. Ce serrage de ceinture énergétique, débattu le 26 juillet prochain par l'ensemble des ministres européens à l'énergie, s'annonce d'ores et déjà plus qu'ardu à mettre en œuvre pour Bruxelles. Direction Sri Lanka, le nouveau président du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a prêté serment jeudi sur la demande de son élection par le Parlement et exhorté la nation insulaire à s'unir pour trouver un moyen de sortir de sa pire crise économique depuis des décennies. Voici un reportage signé France 24. Derrière lui, le chef de la police sri-lankaise et le haut commandement de l'armée. Lorsqu'il s'apprête à signer le décret qui fait de lui le 8e président du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe a déjà promis aux fauteurs de troubles, comme il les appelle, de faire preuve de sévérité s'ils tentaient de perturber son gouvernement. Pendant ce temps-là, l'un des endroits où se rassemblent les contestataires est désert. Certains promettent toutefois de continuer la lutte contre un nouveau président perçu comme un proche de son prédécesseur. Ce qu'on veut, c'est poursuivre notre mouvement. Nous n'abandonnerons pas. Parce que ce pays a besoin d'un changement complet de régime. Nous voulons le départ de ces hommes politiques corrompus. La veille, Ranil Wickremesinghe se recueillait dans un temple bouddhiste. Des journalistes l'interpellent sur son amitié supposée avec l'ancien président en fuite Gotabaya Rajapakse, poussé à la démission par la contestation populaire. Comment ça, je suis un vieil ami des Rajapakse? Depuis quand je connais les Rajapakse? Je me suis opposé à eux toutes ces années. Et vous venez ici pour me dire que je suis leur ami?
Mais Ranil Wickremesinghe, déjà 6 fois Premier ministre, a été élu président avec le soutien du parti des Rajapakse. Selon des sources officielles, il devrait monter un gouvernement d'union nationale pour faire face à l'effondrement économique du pays. En attendant, les Sri Lankais font la queue pour obtenir un passeport devant le Bureau national de l'immigration. Guinée, des médiateurs de la CEDEAO discutent la transition. Le chef de la junte et les officiels guinéens à Conakry pour discuter du retour au pouvoir des civils en Guinée. Selon le représentant de la CEDEAO, la télévision publique. Voici un reportage signé Africa News. Des médiateurs ouest-africains, dont l'ex-président béninois Thomas Boniyahi, ont rencontré mercredi le colonel Mamadi Doumbouya et des officiels guinéens à Conakry pour discuter du retour au pouvoir des civils en Guinée. Le président de la transition s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, favorable à une transition d'une durée moindre, a rejeté le 3 juillet dernier ce délai sans annoncer de nouvelles sanctions contre la Guinée, déjà suspendue des organes de l'organisation. Une coalition menée par le chef du principal parti en Guinée, l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo, s'est par ailleurs inquiété mercredi de l'allongement dangereux de la liste d'atteintes aux droits fondamentaux qui risque de porter un coup fatal aux efforts de médiation de la CEDEAO. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, formée de partis, de mouvements et d'associations, proteste notamment contre l'interdiction de sortie du pays concernant Oumar Silla, alias Foni Kemenge, coordinateur du FNDC, une autre coalition qui avait récemment menacé de reprendre les manifestations en Guinée, interdites par la junte. Il avait déjà été violemment interpellé le 5 juillet avec 2 autres leaders du mouvement, provoquant de violentes manifestations spontanées. Ils avaient tous 3 été relaxés à l'issue d'un procès où ils étaient jugés pour outrage à magistrat. Il réaffirme également sa demande de libération. Incendie en Europe, l'Espagne, la Slovénie et la France, toujours en proie aux flammes. Voici un reportage signé Euronews. L'Espagne, toujours en proie aux flammes. Bien que les incendies soient en passe d'être maîtrisés, les pompiers sont toujours mobilisés dans de nombreuses provinces, notamment à Saragosse, Lugo et la Galice. Les températures caniculaires et les vents forts continuent d'alimenter ces violents feux de forêt. Si la situation semble s'améliorer, les dizaines de milliers d'hectares déjà brûlés à travers le pays font de 2022 une année historique. Cela fait 22 ans que je travaille et je n'ai jamais vu ces conditions. Jamais. C'est complètement nouveau pour nous. Ici en Slovénie, dans la région boisée du Kras, un incendie qui prend de l'ampleur a forcé l'évacuation de 3 villages. Selon les autorités, il s'agit du feu de forêt le plus important depuis que le pays est devenu indépendant en 1991. Le feu a déjà englouti 2000 hectares et déclenché des munitions non explosées datant de la Première Guerre mondiale. En Gironde, dans le sud-ouest de la France, les incendies sont également en passe d'être contrôlés. Mais les soldats du feu sont toujours sur le pont et larguent de l'eau pour étouffer les points chauds susceptibles de rallumer les feux. Plus de 20 000 hectares ont été brûlés ces 10 derniers jours, entraînant l'évacuation de plus de 36 000 personnes. Zoom sur la guerre, que se passe-t-il dans le monde? Nous allons rester sur le vieux continent, l'Europe, l'agriculture européenne dans une crise sans précédent. Comment se fait-il que les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur des agriculteurs hollandais? Personne n'en parle. Écoutons un extrait de l'émission sur Onic 24. C'est avant tout parce qu'on vient combler un vide à la fois déontologique et professionnel laissé par la presse actuelle, qui devrait parler de ces cas, qui devrait parler de l'effondrement de 20% de l'euro, qui devrait parler du fait même précisément que l'euro est tombé sous le dollar, plus bas sous le dollar depuis 2002, et qui devrait parler de la quasi-révolution en cours aux Pays-Bas, et qui évidemment n'en parle pas. Et pendant qu'on était en train d'échanger, Philippe et moi, on est tombé sur une sorte de punchline, quoi. C'est en gros, tant qu'on n'aura pas une cour de la presse, on aura à la place une presse de cour. Ça, c'est la presse qui détermine comment fonctionne notre démocratie, et le pouvoir qu'elle a nécessiterait qu'elle ait un code. Vous connaissez mon point de vue là-dessus, à savoir qu'on devrait même créer des coopératives de journalisme qui seraient protégées par un code. Il n'y aurait pas d'ordre, pas comme l'ordre des médecins justement, qui est, on le sait, beaucoup trop politisé et beaucoup trop au service du pouvoir, mais il y aurait un code
Et en cas d'infraction au code, eh bien, les coopératives et les journaux devraient publier des excuses, devraient publier, voire même payer des amendes, bien entendu, mais publier des excuses si vous avez enfreint la charte de Munich, si vous avez failli à couvrir tel ou tel événement majeur, si vous avez failli à apporter le contradictoire dans un dossier, eh bien, vous allez devoir publier des excuses. Et c'est la Cour de presse en France qui vous y forcera. Je pense qu'on a vraiment besoin de cela. Alors, les Néerlandais, eux, ont commencé à manifester le 10 juin dernier. Donc, on a passé maintenant le cap des 5 semaines. Et là, je dois dire que la presse française, les médias français battent un record. Arriver à passer un phénomène qui implique 3 millions de personnes sur 12 en Hollande, passer sous silence 5 semaines de manifestations. Les Pays-Bas, c'est 53 000 exploitations agricoles, ce qui peut paraître évidemment ridicule à côté de la France, sauf que c'est 4 millions de bovins et c'est 12 millions de porcins, et c'est, je crois, le deuxième exportateur mondial de produits agricoles. Ils sont même devant la France, parce qu'ils ont un productivisme absolument, je dirais pas sensationnel, mais en tout cas qui impressionne. Et ils le doivent évidemment à des technologies, on peut vraiment parler d'industrie agro-céréalière et de production de produits laitiers, là aussi à des niveaux d'industrialisation qui n'ont, je pense, pas d'équivalent dans le monde. Et le gouvernement néerlandais, pour se faire bien voir de l'Union européenne, a considéré que comme on était déjà dans un contexte d'embargo, de boycott de ce qui vient de Russie, c'était le bon moment de pousser le Grand Reset, un des chapitres du Grand Reset qui consiste effectivement à moins polluer. Et pour cela, donc, il faut émettre... Fini cette page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production a signé Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le camp de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Chaleur immense à Boston, température pour aujourd'hui 91 degrés Fahrenheit, 33 degrés Celsius. Jacmel 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir aux bandes, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.